Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde. Aujourd'hui, on commence par les titres de ce journal. Il faut intensifier les efforts dans la lutte contre le djihadisme. C'est ce que préconisent les dirigeants du G5 Sahel, réunis ce mardi à Nouakchott en Mauritanie. La Mauritanie qui prend la direction tournante de l'organisation. Hosni Moubarak n'est plus. L'ex-président qui a dirigé l'Égypte pendant 3 décennies est décédé ce mardi au Caire. Il avait 91 ans. Le vent du coronavirus souffle en Europe. De nouveaux cas se multiplient en Italie et la Chine promet son aide matérielle et médicale à l'Afrique dans le cas d'une éventuelle propagation. Nous ferons le point dans ce journal. Bonsoir. La Mauritanie prend la présidence tournante du G5 Sahel au cours de l'Assemblée générale de la dite organisation. Les dirigeants de 5 pays de la région réunis à Nouakchott, la capitale mauritanienne, ont affirmé ce mardi la nécessité d'une intensification à tout azimut de l'effort de lutte contre la propagation du djihadisme et des violences dans la sous-région. Arzouma Compaoré. Cette 6e session ordinaire est l'occasion pour les dirigeants des pays membres de l'organisation sous-régionale de s'entretenir autour de la question de la forte poussée djihadiste ainsi que de la sévère dégradation sécuritaire dans la sous-région. Désigné le 5 février 2019 par ses pairs du G5 Sahel, le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, cède la présidence de l'organisation à son homologue mauritanien Mohamed Ould Eld Ghazouani. Aujourd'hui, les violences djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires, ont fait au moins 4000 morts au Mali, au Niger et au Tchad en 2019, 5 fois plus qu'en 2016, selon l'ONU, malgré la présence de forces africaines, onusiennes et internationales. Du côté américain, la possibilité d'une réduction des forces américaines anti-djihadistes en Afrique et dans le monde ajoute à la préoccupation. Également présent au sommet, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dit que le sommet de Nouakchott était considéré par la France comme une occasion d'apprécier la mise en œuvre des conclusions de Pau. Il a évoqué le déploiement des unités dites reconstituées de l'armée malienne, l'arrivée annoncée d'un bataillon tchadien dans la région dite des 3 frontières, Mali, Burkina, Niger, la livraison d'équipements européens, la mise en place d'un état-major conjoint à Niamey ou encore la décision française d'augmenter de 4500 à 5100 hommes les effectifs de la force anti-djihadiste Barkhane. Et pour développer cette actualité, retrouvons via Skype Mohamed Diop, notre correspondant en Mauritanie. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui ressort de ce sommet de Nouakchott sur le G5 Sahel? Écoutez, ce qui ressort de ce sommet, on peut résumer ça en 2 points. Il y a d'abord la signature d'un nouveau cadre d'action prioritaire intégré. Ça permet plus de cohérence dans les actions des pays du G5 Sahel parce qu'ils ont constaté une certaine dispersion des efforts, ce qui un peu rend difficile la lutte contre le terrorisme. Mais il y a également l'Union européenne a signé avec les pays du G5 à travers la MINUSMA, les forces onusiennes au Mali. Ils ont signé un accord technique pour permettre d'aider les forces du G5 Sahel en termes d'alimentation, mais également et de matériel. Mais on note aussi l'appel de Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, qui demande plus de solidarité de la part des Africains. Alors, les dirigeants du G5 Sahel parlent d'intensification des efforts dans la lutte contre le djihadisme. Quelle est leur stratégie pour parvenir à cet objectif? Écoutez, c'est ce que je viens juste d'aborder parce qu'eux, ils ont compris qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la menace djihadiste, mais également il y a des violences intercommunautaires. Donc, eux, ils avaient toujours ces 2 volets, sécurité, mais également économie. Donc, ils vont continuer sur cette lignée. Mais le problème, peut-être, de ces pays, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup trop de projets, ce qui fait que, et
pas assez également de financement, ce qui fait que parfois il est difficile de concrétiser ça sur le terrain, mais avec ce nouveau cadre d'action prioritaire, il essaye de fixer des priorités dans chaque zone et essayer de travailler en fonction donc de ces défis. Alors, très brièvement, la Mauritanie prend donc la direction tournante du G5 Sahel. Qu'est-ce que cela va changer dans le fond, au fait d'assurer cette présidence? Mais écoutez, il y a deux choses. D'abord, la Mauritanie en tant que pays, c'est un pays stable dans une région qui, comme vous connaissez, le Sahel, qui est vraiment en difficulté. Depuis 2009, il n'y a pas eu d'attaque terroriste en Mauritanie, mais également le président Ould Ghazouani, qui vient d'être élu, lui, forcément, il va vouloir ajouter quelque chose, mais il faut le rappeler parce que lui, il a été chef d'état-major des armées mauritaniennes, il fut également ministre de la Défense, donc en matière de sécurité, il a une connaissance. Maintenant, reste ce qu'on va voir sur le terrain, quel sera son apport. Merci Mohamed Diop. Je rappelle que vous êtes notre correspondant en Mauritanie. Nouvelle attaque djihadiste au Burkina Faso. 4 personnes, dont 3 policiers, ont été tuées lundi matin au cours d'une embuscade contre une unité d'intervention sur l'axe Bissila-Gigba dans la province du San Mantenga. C'est ce qu'annonce la police dans un communiqué. Et puis au Cameroun, le meurtre d'une vingtaine de civils, dont 13 enfants, mi-février, dans la zone anglophone en proie à un conflit séparatiste, a été perpétré par les forces gouvernementales et une milice peu alliée. C'est l'accusation formulée ce mardi par Human Rights Watch pour l'ONG qui cite des témoignages. Les meurtres ont été commis par 10 à 15 militaires du bataillon d'intervention rapide, le BIR, unité d'élite de l'armée camerounaise, et au moins par 30 peuls armés. Toujours au Cameroun, de nombreux membres, pour la plupart dont membres du mouvement de défense de la patrie, un mouvement apolitique, ont marché ce mardi à Yaoundé pour manifester leur mécontentement face aux propos tenus samedi par le président français Emmanuel Macron. Cette marche intervient après la manifestation d'hier qui a réuni près de 500 à 600 personnes devant l'ambassade de France à Yaoundé. La présidence camerounaise s'est par ailleurs offusquée lundi soir des propos surprenants du chef d'État français Emmanuel Macron, qui a promis samedi de mettre la pression sur son homologue camerounais Paul Biya pour que cessent des violations qualifiées par le président français Emmanuel Macron d'intolérables. En RDC, Jamal Sami, patron libanais de Samibo, une entreprise de construction, a été placé en détention préventive. Selon une source judiciaire, cette détention est le résultat d'une vaste enquête sur des détournements de fonds publics présumés dans le financement des grands chantiers lancés par le président Félix Tshisekedi. Jamal Sami avait gagné le marché de construction de 4 500 maisons sur toute l'étendue du pays, à raison de 300 maisons par province. Après avoir reçu 17 millions de dollars du Trésor public, il n'y a que 17 maisons construites, indique une source judiciaire. C'est le deuxième entrepreneur étranger visé par cette information judiciaire après l'Américain David Blattner, arrêté vendredi dernier. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak, longtemps considéré comme le symbole de la stabilité au Moyen-Orient, mais évincé lors d'un soulèvement populaire en 2011, est décédé ce mardi. Le régime était balayé par le printemps arabe qui avait secoué la région. L'ancien chef d'État avait 91 ans. Elisabeth Harod de VOA revient sur la vie de celui que certains appelaient le pharaon. Le récit est signé Abdourahmane Dia. Hosni Moubarak était aux commandes pendant près de 30 ans et il a fait de la gestion du pays une affaire familiale. Il avait placé ses amis et sa famille à des postes stratégiques. On le soupçonnait aussi de vouloir préparer son fils à lui succéder, jusqu'à ce que la rue en décide autrement. Et c'est son vice-président Omar Suleiman qui a annoncé la nouvelle de sa démission. Dans ces circonstances difficiles que traverse l'Égypte, le président Moubarak a décidé de démissionner de son poste de président. Quelques mois plus tard, il était au banc des accusés, jugé pour le meurtre de manifestants. Il a été condamné à la prison à perpétuité.
C'était une fin politique impensable pour celui qui était le seul président que la plupart des Égyptiens ont connu. Pourtant, la présidence ne semblait pas être parmi ses ambitions. En 1981, les frères musulmans avaient tué le président Anwar Sadat, en partie pour avoir fait la paix avec Israël. Le vice-président Hosni Moubarak était à ses côtés. Cet événement tragique l'a propulsé à la tête du pays. Malgré son rôle dans la guerre de 1973 contre Israël en tant que chef de l'armée de l'air, il est devenu un élément incontournable dans le rapprochement entre l'Égypte et l'État hébreu lorsqu'il a pris le pouvoir. Il va diriger le pays d'une main de fer pendant 3 décennies, le plaçant en situation d'état d'urgence quasi permanente. L'objectif premier de Moubarak était la paix et la stabilité. Mais ce sont les activistes et les opposants qui ont payé le plus lourd tribut de sa politique dite sécuritaire. Le coronavirus se propage en Europe face à la multiplication de nouveaux cas en Italie et au risque de pandémie. De nombreux pays européens ont renforcé les mesures visant à lutter contre le virus. Au Japon, un nouveau décès a été annoncé suite à la propagation du virus sur le Diamond Princess, un paquebot de croisière. Côté Afrique, la Chine promet une aide matérielle et médicale aux pays africains. Les derniers développements, c'est avec Dili Diko. Un premier cas vient d'être confirmé en Croatie par le Premier ministre Andrej Plenković. Un premier patient atteint du coronavirus a été confirmé. Il est actuellement à Zagreb, à l'hôpital Fran Mijalović, pour des maladies infectieuses. C'est un jeune homme avec de légers symptômes de la maladie. Il a été placé en isolement et son état de santé est bon pour le moment. Les autorités croates ont par ailleurs annulé tous les voyages scolaires pour les 30 prochains jours. De façon générale, l'Europe renforce les mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Le Parlement européen a demandé à tous ceux en provenance des zones touchées du nord de l'Italie et de la Chine, la Corée du Sud et l'Iran de s'isoler pendant 14 jours et de contacter les autorités. En Asie, un 4e passager du paquebot de croisière Diamond Princess, placé en quarantaine au Japon, est décédé ce matin. La Chine a fait état d'un nouveau bilan. 508 autres cas de coronavirus ont été diagnostiqués, 71 autres décès, dont 68 cas à Hubei, 2 à Shandong et 1 à Guangdong. Il y a également 530 cas suspects. 2589 personnes supplémentaires ont été guéries. Elles sont sorties de l'hôpital. En Afrique, l'Égypte est le seul État à avoir enregistré un cas confirmé. Lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le président Xi Jinping a fait savoir que la Chine est prête à offrir une assistance médicale aux pays africains pour faire face à l'épidémie de coronavirus. À ce jour, au total, 2707 personnes sont mortes du coronavirus. Il y a actuellement plus de 80 000 cas confirmés dans 40 pays à travers le monde. En Inde, le bilan des affrontements intercommunautaires à New Delhi s'est alourdi à 13 morts. La capitale indienne est le théâtre de violentes émeutes depuis dimanche dernier. 150 personnes ont été blessées, dont une dizaine se trouvent dans un état critique. La plupart des décès ont été causés par des armes à feu, d'après des médecins. Ajoutons que le président américain Donald Trump a conclu ce mardi son voyage de 2 jours dans le pays. En Syrie, au moins 19 civils ont été tués ce mardi dans des bombardements du régime syrien sur la province d'Idlib, dans le nord-ouest du pays. C'est ce qu'a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon l'ONG, 8 enfants font partie des victimes des frappes aériennes et des tirs d'artillerie sur la ville d'Idlib et les localités de Binish et Maret Misrin. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Chibwana, Chibwana Chimalata, Chibwana, Chibwana Chimalata, Ungakala Pabwino, Boy Papa Maitana, Chibwana, Chibwana Chimalata, Ungakala Panchito, Ulova Umagodola, Chibwana, Chibwana Chimalata, Ungakala Pabanja, Umbeta Umaitana. Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VO Afrique. Voici les titres de cette seconde partie de votre journal. Dans le segment économie de ce journal, nous parlons des répercussions économiques du coronavirus en Afrique. Le continent reste pour l'heure épargné par l'épidémie alors que Trump a prévu de consacrer 2,5 milliards de dollars à la lutte contre la maladie. Nous parlerons également de la Zambie. Le pays, déjà frappé par une grave sécheresse, doit aussi faire face à la famine. Larmes, rires, témoignages, les fans de Kobe Bryant se sont réunis hier à Los Angeles pour un dernier adieu à l'icône du basket, mort dans un crash d'hélicoptère. Et comme chaque mardi, nous retrouvons la chronique de l'économie. Elle est présentée ce soir par Claire Morin-Gibour. Bonsoir Claire. Bonsoir John. Alors, le coronavirus est au cœur de l'actualité depuis des semaines, manifestement, et ses répercussions sur l'économie commencent à se faire sentir. Tout à fait, John, mais j'aimerais démarrer cette rubrique par une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la Chine a annoncé aujourd'hui qu'elle était prête à offrir assistance et matériel médical aux pays africains face à cette épidémie de coronavirus, et y compris, John, pour les tests de dépistage. C'est ce qu'a déclaré le président chinois Xi Jinping lors d'un entretien avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Selon l'OMS, si des cas se multiplient rapidement en Afrique, les pays du continent vont manquer de kits de dépistage et d'équipements de protection comme des masques. D'autre part, les patients auront besoin de soins intensifs et d'appareils d'assistance respiratoire qui font souvent défaut dans de nombreux pays africains. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est que la propagation du coronavirus a aussi secoué les marchés financiers. Les bourses ont subi des pertes dans tous les continents. Tout à fait, les marchés réagissent car dans plusieurs pays touchés, les mises en quarantaine paralysent l'industrie. En premier lieu, la Chine, bien sûr, qui est, je vous le rappelle, la deuxième économie du monde. Le trafic aérien en Chine s'est effondré et les compagnies asiatiques ont déjà enregistré un manque à gagner de 6 milliards de dollars. Ardita Dunaleri de la VOA a joint Desmond Lashman, chercheur pour l'American Enterprise Institute, et l'analyste Mark Amrick de bankrec.com. Le marché est en train de réaliser que cette épidémie est loin d'avoir atteint son pic. Il semble qu'elle se propage maintenant et cela va perturber considérablement les chaînes d'approvisionnement, l'industrie du voyage, du tourisme et bien d'autres choses. Vous savez, je m'attends à ce que l'économie chinoise soit impactée à long terme, car elle ne sera plus aussi attrayante pour les investissements étrangers. Nous allons voir de réels impacts économiques à cause de cette épidémie, et c'est déjà le cas. Par exemple, Apple affirme qu'il va y avoir un impact concret sur sa capacité à produire des iPhones à court terme. Pour les investisseurs qui se concentrent sur le court terme, les impacts vont vraiment se sentir. Pour les investisseurs qui se concentrent sur le moyen et le long terme, ils pourront attendre une période plus propice. Et aux États-Unis, l'administration Trump a prévu de consacrer 2,5 milliards de dollars à la lutte contre cette maladie.
Direction à présent à l'Afrique du Sud pour terminer, Claire. Où le coronavirus impacte les pêcheurs de homards. Figurez-vous, John, que 90% de la pêche de homards est exportée en Chine. Des exportations qui se sont réduites à zéro en quelques semaines. La situation est catastrophique pour les pêcheurs, dont l'association professionnelle a demandé des mesures exceptionnelles au gouvernement. Les autorités ont décidé d'étendre la saison de pêche, mais ils encouragent également les pêcheurs à développer d'autres marchés, y compris locaux. La coopérative du port Noloth s'est résolue à suspendre volontairement cette pêche jusqu'à ce que la situation s'améliore. Et c'est tout pour ce mardi, Claire. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci, John. Des millions de personnes sont confrontées à la famine en Zambie, l'un des pays durement touchés par une grave sécheresse en Afrique australe, avec des températures augmentant 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Plus de précisions avec Blanche Sano. Lizzie a marché des heures pour aller chercher cette aide alimentaire afin de pouvoir nourrir ses 4 enfants. Parfois, nous mangeons 1 fois par jour. Lorsque nous trouvons d'autres sources, nous mangeons 2 fois par jour. Une grave sécheresse s'est emparée de la région du Sumumbwe dans le sud de la Zambie. Pour soulager la peine des villageois, des groupes humanitaires distribuent du maïs et des haricots. Les pénuries alimentaires ont également affecté la scolarité des enfants. J'ai 70 élèves dans ma classe, mais à cause de cette famine, il y a de l'absentéisme. Aujourd'hui, je me retrouve avec 30 présents sur les 70. Les quelques rares pluies ne permettent pas aux agriculteurs de cultiver leurs champs. Et le phénomène dure depuis des années. 45 millions de personnes sont menacées de famine en Afrique australe, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. À 4 heures de route à l'est se trouve le barrage de Kariba, qui produit environ 40% de l'électricité zambienne. Mais maintenant, à cause de la sécheresse, les turbines ne peuvent pas produire suffisamment d'énergie. Pour 2020, nous envisageons un objectif de 275 MW, ce qui ne représente que 25% de la capacité utilisable de la centrale de Kariba, en raison des faibles niveaux d'eau. La baisse des précipitations oblige les agriculteurs comme Godfrey à changer de méthode. Ils plantent maintenant différentes variétés de cultures et utilisent des réservoirs d'eau. Si sa technique échoue, l'avenir de ce producteur et sa famille est menacé. Il n'y a pas d'emploi formel en Zambie, donc nous cultivons pour avoir de la nourriture à manger. Deuxièmement, c'est grâce à cela que nous arrivons à inscrire nos enfants à l'école. Du repas quotidien à la scolarité et la croissance économique, le changement climatique a des répercussions dans presque tous les aspects de la vie. Et c'est l'heure de retrouver Yacouba Ouedraogo. C'est pour parler de sport. Yacouba, on commence par le Maroc. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, le Maroc, Juan Carlos Garrido, a pris les rênes du Wydad Casablanca. L'Espagnol remplace le Français Sébastien Desabre, viré du Wydad, finaliste de la dernière édition de la Ligue africaine des champions. Ce dernier n'est resté qu'un seul mois en poste. Nommé le 21 janvier, il s'est séparé du club à l'amiable, assure le Wydad. Mais selon la presse locale, il a été remercié après une série de mauvais résultats. Juan Carlos Garrido, 50 ans, ancien coach de Villarreal, du Betis Séville, d'Al-Ahly ou du Raja Casablanca, a quitté début février le club tunisien de l'Étoile sportive du Sahel, qui affronte ce samedi son nouveau club, le Wydad, donc en quart de finale de la Ligue des Champions. Ligue des Champions également en Europe ce soir avec les matchs allés des 8e de finale. On verra tout à l'heure à 20h, temps universel, 2 gros affiches. Un gros défi pour Chelsea qui reçoit à Stamford Bridge le Bayern Munich avec sa série en cours de 11 matchs sans défaite. Et de son côté, le FC Barcelone défie en Italie le Napoli du Sénégalais Kalidou Koulibaly avec 5 titres dans la compétition. Le Barça part favori face à Naples qui n'a remporté que l'Europa League avec un certain Maradona en 1989. Les supporters barcelonais ont fait le déplacement et disent n'avoir peur ni du Napoli ni du coronavirus alors que la maladie continue sa progression en Italie.
Nous n'avons peur de rien, s'il vous plaît. Nous sommes des gens forts, nous sommes venus à Naples en force et sans crainte et nous allons montrer les muscles. Ça semble un peu extrême de fermer un stade de football à cause de la menace du coronavirus. Si nous laissons les gens prendre le métro ou le bus, pourquoi serons-nous plus à risque dans un stade de football que dans un métro aux heures de pointe? Nous avons acheté nos billets il y a plus d'un mois et nous avons vérifié les dernières nouvelles avant de partir. Comme nous avons vu que le pire était dans le nord de l'Italie et que nous allions vers le sud, nous nous sommes dit, on y va, on verra. Pour le moment, je ne suis pas du tout inquiète. Et puis, je vous l'annonçais, hier, environ 20 000 personnes en deuil se sont souvenues de la vie du grand basketteur de la NBA, Kobe Bryant, et de sa fille Gianna, mort dans un accident d'hélicoptère le mois dernier. Mike O'Sullivan a suivi ses hommages à Los Angeles, où Bryant a joué toute sa carrière avec les Lakers. Voici son reportage que j'ai repris pour vous. Kobe Bryant a rejoint les Los Angeles Lakers tout droit sorti de l'école secondaire en 1996 et a joué avec l'équipe pendant 20 ans, la plupart du temps ici au Staples Center. L'icône du sport et sa fille de 13 ans sont morts avec 7 autres personnes lorsque leur hélicoptère s'est écrasé le 26 janvier près de Los Angeles. Des hommages pleins d'émotions avec la première prise de parole publique de Vanessa Bryant, épouse du défunt, et d'un Michael Jordan en larmes, qui se souvient de son jeune rival comme un frère. Appelée une célébration de la vie, cette cérémonie a vu les rires et les larmes côtoyer les hommages musicaux de Christina Aguilera, Beyoncé et Alicia Keys. Pour de nombreux fans, Kobe Bryant fait partie de leur famille. Vous savez, en grandissant, c'est tout ce que nous avons regardé dans les années 1990 jusqu'aux années 2000. Mes parents, mon frère, tout le monde. Donc aujourd'hui est très important pour nous. Ma famille, mon frère est là, mon père est là, je suis là. Je ne le connaissais pas personnellement, mais il fait partie de ma vie depuis longtemps comme mes vrais amis. Et vous pouvez retracer certains moments avec lui où vous étiez et ce que vous traversiez en même temps. En grandissant, c'était mon idole. J'ai moi-même joué au basketball et je ne peux que lui rendre hommage ici aujourd'hui. Certains fans sont venus de loin pour cet hommage. Je l'ai vu grandir, j'ai vu Kobe entrer dans la ligue, j'étais à DC pour son dernier match quand il a pris sa retraite. Et cela signifie beaucoup pour moi en ce moment. Kobe et sa fille Gianna restent gravés à jamais dans les cœurs de leurs fans. Voilà, c'est tout pour l'espoir. On se retrouve demain. Au revoir. Et voilà donc pour cet hommage, Yacouba. Merci et à demain. Pour clore ce journal, je vous invite à faire quelques courses, de préférence chez Amazon. Non, pas sur son site Internet, mais plutôt dans Amazon Go Grocery. Le géant des achats en ligne étend sa technologie de magasin sans caissier à une plus grande scène. Ce mardi, Amazon a ouvert un magasin à Capitol Hill, à Seattle, avec 4 fois plus d'espace commercial que le premier magasin sans caisse ouvert au public en janvier 2018. Le concept cible les clients des quartiers résidentiels plutôt que les employés de bureaux que desservent les petits dépanneurs Amazon Go. Le nouveau format reflète les ambitions d'Amazon de capturer davantage des dépenses hebdomadaires des acheteurs grâce à l'épicerie, augmentant ainsi la concurrence d'autres acteurs nationaux du secteur. Amazon est déjà détenteur depuis 2017 de Whole Foods, une chaîne d'épicerie haut de gamme. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Demain est un autre jour. Bonsoir.